Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Rivage dans mon émission Escapade d'artistes. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Juliette Nothomb, romancière, auteure de livres de cuisine et de livres pour la jeunesse. Elle est également chroniqueuse culinaire pour un magazine belge. Elle vient nous parler de son roman, notamment Éloge du cheval, paru chez Albin Michel en 2022. Mais on le sait moins car dans la fratrie Nothomb, c'est Juliette qui a pris la plume la première. Bonjour Juliette Nothomb. Bonjour Daniel. Merci d'avoir accepté cette interview pour nos auditeurs de Radio Rivage. Mais c'est un immense plaisir. Plaisir partagé. Alors Juliette Nothomb, vous avez pris la plume très jeune. Mais oui, écoutez, comme beaucoup d'enfants, quand on est petit, on adore en premier lieu écrire des poésies parce que la rime, c'est quelque chose de très musical et pour un enfant, c'est magique. Écrire une rédaction à l'école, c'est une chose, mais écrire un poème, c'est l'art suprême pour un enfant parce que c'est une gymnastique, c'est une prouesse, c'est une performance. Et l'enfant recherche ce côté absolument merveilleux et cette difficulté. Donc voilà, j'ai commencé par écrire des poésies et des contes de fées parce que, comme les enfants et les adultes d'ailleurs, j'ai toujours été émerveillée par ce genre littéraire. D'accord. Alors, vous écrivez des livres donc pour la jeunesse. Est-ce que c'est une manière pour vous, Juliette Nothomb, de prolonger l'enfance et ce paradis quand on a été très heureux enfant? Écoutez, c'est vrai que j'ai eu cette chance immense d'avoir été un enfant heureux. Et comme l'a dit si bien un auteur malheureusement dont je ne connais pas le prénom, nous sommes tous de vieux enfants, quel que soit notre âge. Et en effet, comme vous le dites si bien, on fait tout ce qu'on peut pour prolonger cette enfance qui nous a quittés et en même temps qui ne nous quittera jamais, puisque même quand on a des problèmes de perte de mémoire à un certain âge, l'enfance, on ne l'oublie jamais. On l'oublie jamais, mais je crois qu'on pense ne pas l'oublier. Mais il y a des tas de détails que finalement on oublie, notamment le langage dont nous disposions quand nous étions petits. Alors je parle évidemment de mon époque. Aujourd'hui, les enfants ont un accès à la science et au monde qui les entoure beaucoup plus développé que celui dont nous disposions petits. Mais malgré tout, fondamentalement, rien n'a changé. L'univers enfantin n'est absolument pas l'univers adulte. Mm-hmm. Et si on se rappelle très bien sa propre enfance, on oublie quelque part l'univers enfantin parce que ce n'est pas que des mots, ce ne sont pas que des événements, c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit-là est très difficile à conserver. Alors certaines personnes magiques dont on les taxe souvent de folles, parce que quand on est jaloux de quelqu'un, quand quelqu'un a un don, on commence par dire qu'il est fou. Ne fût-ce que l'auteur de Peter Pan, on a tout de suite qui voulait rester jeune, on l'a taxé d'un syndrome. Le syndrome de Peter Pan, c'est celui qui ne veut pas vieillir. Alors voilà, dès que c'est quelque chose qui nous dépasse parce que c'est quelqu'un qui réussit à prolonger cette atmosphère enfantine, voilà, on le taxe de fou. On est très vite fou dans notre civilisation. Dès qu'on est jaloux de vous ou dès qu'on admire vos capacités qui sont parfois au-delà de la moyenne, comme on n'arrive pas à l'expliquer, c'est pas de la méchanceté, c'est simplement que devant l'incompréhension, c'est plus facile de dire que ce n'est pas normal, parce que sinon on n'est pas rassuré sur son propre compte. Oui. Alors moi je ne me place pas du tout dans une case d'enfant prodige qui a réussi à le rester. Au contraire, quand j'ai commencé à écrire pour la jeunesse, j'ai pris une grande baffe parce que je me suis rendu compte que mon univers enfantin, mes souvenirs d'enfance, je les avais bien retenus, mais mon univers enfantin avait été perdu, ne fût-ce que par le langage. Certes, le langage des enfants n'est pas le même que celui que nous parlions quand nous étions petits, parce que voilà, quand on était petits, c'était encore une époque où ceux qui avaient la chance, comme moi, d'avoir de bons parents, nous lisaient des classiques, qui n'étaient pas nécessairement des livres pour enfants. On nous lisait Jules Verne. Vous n'allez pas me dire que Jules Verne est un auteur pour enfants, même si les enfants adorent le lire, mais la langue, les mots, le vocabulaire et la syntaxe de Jules Verne, c'est une syntaxe pour adultes et c'est une syntaxe extrêmement littéraire, ainsi que pour le vocabulaire. Et la comtesse de Ségur, n'en parlons pas, elle écrivait pour les enfants, mais en fait, elle écrivait pour les adultes. Oui. C'est plein de passés simples, c'est une langue très difficile, mais nos parents, ils faisaient cette lecture, et quand nous ne comprenions pas, ils nous expliquaient.
Et à ce moment-là, vous grandissez parce que vous apprenez des nouveaux mots, vous apprenez des nouvelles tournures. Et quand je me suis mise à écrire pour la jeunesse, c'était en 2009, mon éditeur m'a dit écoutez, madame, ces mots-là, cette tournure-là, c'est bien joli, mais les enfants vont pas comprendre. Et alors, je suis tombée des nues. J'ai dit mais enfin, ils ont 8 ans, 9 ans. Moi, à 8 ans, 9 ans, mes parents me lisaient Michel Strogoff ou Le Tour du monde en 80 jours. Et je comprenais. En fait, non, je comprenais pas. J'étais pas plus maligne que les enfants d'aujourd'hui. Simplement, j'avais la chance qu'on m'explique. Mais aujourd'hui, les parents travaillent beaucoup plus qu'à notre époque. À notre époque, souvent, les mamans restaient à la maison. Hein, c'est un peu cliché, mais voilà, dans les années 60-70, il y avait encore une forte proportion de mères à la maison. Et puis aussi, dans les écoles, on lisait des classiques déjà à des âges très précoces. Et puis surtout, comme aujourd'hui, les enfants sont surtout aidés par Internet. Ce qui n'était pas le cas à mon époque. La seule aide dont nous disposions, c'était soit les parents ou les professeurs, soit le dictionnaire. Ce qui fait que le dictionnaire était un ouvrage de référence que les enfants ne pratiquent presque plus aujourd'hui, et ce n'est pas quelque chose de nouveau. J'ai été enseignante à la fin des années 80 et au début des années 90, et déjà, mes jeunes élèves de 14, 15 ou 16 ans n'avaient plus du tout le réflexe du dictionnaire. Quand ils ne comprenaient pas un mot, ils me disaient « Madame, ça veut dire quoi X, Y, Z ?» Et moi, je disais tout de suite, comme un réflexe pavlovien que j'essayais de leur enseigner, je leur disais « dictionnaire ». Et à ce moment-là, ils me regardaient non pas avec lassitude en disant « Oh, la vieille peau, elle nous embête ». Ils me regardaient avec surprise. Ils avaient dit « Ben ça alors, on n'y avait même pas pensé ». Alors, c'était le balbutiement d'Internet, le début des années 90. Les enfants n'y avaient pas encore accès, ou alors très peu chez eux. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu monnaie courante. Et donc, j'estime que c'est une très bonne chose. Mais comme pour nous les adultes, dans Internet, il y a à boire et à manger. Donc, il y a du vrai et du moins vrai. De même qu'il ne faut pas croire que quand Internet n'existait pas, il y avait aussi à boire et à manger. Hein. Les gens qui racontaient des bêtises, ça existait déjà. On n'a pas attendu Internet pour dire ça. Et c'est très facile de dire qu'Internet est le diable, mais le diable existe depuis toujours. Mais voilà, aujourd'hui, les enfants ont tout de même un accès à la culture et au monde dont nous ne disposions pas, et il faut s'adresser à ces enfants-là, qui ne sont plus du tout l'enfant que j'étais. Alors déjà, je devais m'adresser à un univers que, sans m'en rendre compte, j'avais oublié, mais en plus m'adresser à des enfants qui ne sont pas moi, qui ne sont pas ce que je n'ai jamais été moi-même. Et ces enfants d'aujourd'hui sont à la fois extrêmement ouverts sur le monde, mais la face inverse, c'est que le vocabulaire, on n'insiste plus autant sur l'importance d'apprendre de nouveaux mots. Et quand un enfant ne va pas comprendre un morceau de livre, mon éditeur, qui sont quand même des gens qui sont des éditeurs jeunesse et qui s'y connaissent bien mieux que moi, m'ont dit ne croyez pas qu'il va chercher un dictionnaire ou même demander à un parent. S'il ne comprend pas un mot, il va soit s'efforcer de comprendre d'après le contexte, soit il va passer son chemin. Il va dire je comprends pas, c'est pas grave, je continue ma lecture, mais je ne comprendrai pas. Il va pas se poser la question. Voilà, chaque enfant n'est pas nécessairement curieux, ou s'il est curieux, il l'est d'une autre façon que nous le sommes nous-mêmes. Pour en revenir donc à la fin, au début de cette très très longue digression, c'est simplement, il faut se mettre au niveau des enfants en utilisant un vocabulaire qu'ils connaissent. Ce qui ne veut pas dire de ne jamais utiliser un mot qu'on ne connaît pas, mais une fois de temps en temps. Mais ne pas leur matraquer des phrases un peu alambiquées, comme en tant qu'adulte, on a envie de faire du beau et de faire du littéraire. Alors, c'est très louable comme intention, mais il faut aussi pouvoir se mettre au niveau d'un enfant, ce qui n'est pas nécessairement un niveau inférieur, mais c'est simplement entrer dans leur monde, qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas notre monde d'adulte, quoi qu'on le croit, parce que nous avons grandi, parce que nous avons appris des choses différentes. Voilà, les enfants, ce n'est pas nous. Et changer de monde est peut-être encore plus difficile que se rappeler ses souvenirs de manière brute. Et c'est ça qu'implique la littérature enfantine, mais je suis sûre que la musique pour la jeunesse, etc., tous les arts qui s'appliquent à l'enfance doivent passer par ce changement de monde qui est à la fois très difficile, mais qui est aussi fascinant et enrichissant pour les adultes que nous sommes. Alors, vous nous parlez de mots, Juliette Nothomb, d'état d'esprit, mais on pourrait aussi parler d'émotions à partager avec les enfants.
Bien sûr, et c'est ça la chose la plus difficile, parce que pour partager des émotions, il faut entrer dans leur monde, justement. Parce que c'est vrai que en tant qu'adulte, on a tendance à rabâcher, ressasser à de mon temps. Moi, j'étais émue par ça, parce que quand je regardais Bambi et la maman qui meurt, mais c'est terrible. Aujourd'hui, les enfants ont plus de recul avec ça, et la mort est moins un tabou. Et je crois que les enfants sont plus matures aujourd'hui pour envisager la mort. Et en même temps, ça reste des enfants qui peuvent être terrifiés par la mort. Ils sont simplement mieux informés que nous ne l'étions. Et oui, vous le pensez ça, Juliette Nothomb, qu'ils sont plus avertis de la réalité de la mort de nos jours? Mais je crois que c'est-à-dire que c'est à double tranchant. À la fois, c'est vrai que aussi bien dans les écoles que les parents, on essaye de leur cacher la réalité du monde, parce que le monde qui nous entoure est de plus en plus cruel et difficile. Pour ces enfants d'aujourd'hui, l'avenir est nettement plus incertain qu'il ne l'était pour nous. Et alors, c'est la tendance d'aujourd'hui de vouloir surprotéger les enfants. Alors certes, je ne vais pas me plaindre, j'ai été une enfant très protégée, mais j'avais de bons parents et je vivais dans un milieu matériellement aisé. Mais ce n'est pas une question de milieu. Je crois qu'il y a des parents qui veulent préserver leurs enfants des choses terribles qui pourraient leur arriver. Et c'est vrai que quand on veut tout leur cacher, ils sont pas idiots, les enfants. Ils finiront toujours par tout découvrir. Et la mort, c'est vrai que je n'ai même pas vécu moi-même cette époque-là, mais j'en ai parlé à une psychologue qui m'a dit que effectivement aujourd'hui les enfants, on leur cache des décès. Au 19e siècle et au début du 20e siècle, quand quelqu'un mourait dans la famille, on le veillait. Oui. On mettait la grand-mère ou le grand-père ou même la maman ou le papa sur un lit de mort et la famille le veillait pendant plusieurs jours. Et en Chine, dans tous les pays asiatiques, ça se fait encore. Et à ce moment-là, les enfants comprennent, ok, mamie ne sera plus là. Et entre guillemets, faisaient leur deuil de manière plus rationnelle. Tandis qu'aujourd'hui, on veut occulter aux petits que la mamie est morte. Il n'assiste pas à la messe d'enterrement parce que ça va être trop dur pour lui. Il n'assiste pas à la mise en terre parce que c'est trop dur pour lui. Et finalement, ces enfants, après 3 ans, continuent à demander « mais où est mamie, où est papy ?» Ce qui n'arrivait pas avant parce que les enfants avaient compris. Et cette psychologue, qui est quelqu'un d'aujourd'hui, qui travaille avec des enfants d'aujourd'hui, m'a dit que pour elle, c'était un grand tort aujourd'hui de vouloir préserver cette mort et de faire de la mort quelque chose de terrifiant et surtout d'antinaturel. Oui, alors qu'avant, c'était terrifiant, mais c'était naturel. Et voilà, beaucoup d'enfants, je ne parle pas de tous les enfants, mais beaucoup d'enfants de nos civilisations, de pays riches, où les enfants ont chance de bénéficier d'une éducation dans de bonnes conditions. En revanche, on leur occulte cette chose qui est terrifiante, certes, mais qui reste naturelle. Alors donc accéder effectivement au monde de l'enfance, à travers les émotions comme vous l'avez aussi exprimé, et puis ne pas leur cacher non plus les réalités plus difficiles. Alors dans votre livre, Juliette Nothomb, Éloge du cheval, là vous nous parlez de la passion pour un animal qu'on admire beaucoup, qui est un compagnon fidèle et qui aussi ramène à l'enfance. Certainement, parce que c'est vrai que énormément de vocations cavalières sont nées dans l'enfance et s'évanouissent souvent à l'adolescence ou à l'âge adulte. Une grande fraction de cavaliers et cavalières sont de fervents adeptes de ce sport et de l'amour du cheval pendant leur jeunesse, et une fois à l'adolescence, le plus souvent bifurquent, tout simplement parce que c'est un sport qui demande énormément de votre temps. Et lorsque vous devenez un jeune adulte qui doit entreprendre des études et un métier, c'est une passion qui est très difficile à entretenir d'un strict point de vue matériel. Déjà, si vous habitez en ville, si votre budget est limité, or souvent quand on est étudiant, on n'est pas toujours très très riche. Donc malheureusement, sous nos latitudes, l'équitation reste un sport tout de même assez cher, surtout si l'on vit en ville. Il y a d'autres cultures, comme en Irlande ou dans les pays anglo-saxons d'Amérique du Nord ou d'Amérique du Sud, où l'équitation est beaucoup plus accessible, aussi bien financièrement que matériellement.
Ce n'est pas le cas dans notre vieille Europe continentale où il faut tout de même avoir la chance d'avoir un certain niveau de vie pour continuer à pratiquer ce sport de manière purement informelle. Alors évidemment, si vous entrez dans la profession du sport qui est vétérinaire chevalin ou dans le monde des courses ou dans le monde des championnats ou du sport, ça c'est autre chose parce que vous pouvez, si vous arrivez à un certain niveau, vous bénéficiez d'un certain sponsoring et alors on peut continuer sa passion. Mais c'est vrai que c'est une passion qu'il est très difficile d'entretenir à l'âge adulte et c'est pour ça que énormément d'anciens enfants ont partagé cette passion que j'ai vécue moi-même et lorsque j'ai publié Éloge du cheval, j'ai été absolument stupéfaite de voir le nombre de témoignages que j'ai reçus d'anciens cavaliers qui m'ont raconté exactement le même parcours que j'avais eu. Je pensais que j'étais un peu une renégate, vous savez, qui avait adoré des chevaux et puis qui avait brûlé ce qu'elle avait adoré, non pas par dégoût, mais par la force des choses. Mm-hmm. Et en fait, non, c'est un schéma assez fréquent et curieusement, surtout féminin. C'est-à-dire les petites filles sont beaucoup plus cavalières que les garçons, ce qui est curieux parce que tant que le cheval était vraiment le seul moyen de locomotion disponible à la race humaine, c'était surtout les petits garçons à qui on apprenait l'équitation petit parce que pour être un homme accompli au Moyen-Âge, à l'époque classique et du 19e siècle, au début du 20e siècle, un jeune homme accompli se devait d'être cavalier. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout nécessaire. Et on dirait que les filles ont pris la relève et leur revanche. Et maintenant, ce sont surtout des petites filles qui sont cavalières. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est encore le cas parce que depuis que j'ai publié Éloge du cheval, j'ai eu énormément de témoignages de petites filles de 8 ans, 9 ans, 10 ans, qui sont majoritairement cavalières. Et curieusement, une fois qu'elles arrivent à 16, 17, 18 ans, une petite frange d'entre elles se maintient dans le milieu et embrasse un métier relié au cheval. Mais les seuls qui vraiment continuent dans cette voie sont les petits 10% de garçons qui étaient cavaliers aussi et qui, eux, continuent. Mmh. C'est quelque chose, c'est un phénomène sociétal qui n'a rien à voir avec un machisme ou un antiféminisme. C'est juste un état des choses qui est actuel. Et je ne sais pas ce qu'il en sera dans 20 ans, 30 ans. Ça, c'est un mystère qui ne m'est pas accessible. En tout cas, mais en publiant ce livre, là, c'est intéressant du point de vue sociologique. Oui, tout à fait. De voir comment le cheval évolue dans nos sociétés. Et c'est vrai que le cheval reste encore aujourd'hui un animal extrêmement marquant de notre mode de vie, à commencer par notre langage, qui est émaillé d'expressions chevalines. Mm-hmm. Mais c'est normal, le cheval a accompagné l'histoire de l'humanité depuis l'aube des temps, depuis que l'homme s'est sédentarisé et a cessé de considérer le cheval comme un simple gibier, mais comme un animal, d'abord une bête de somme, mais aussi bientôt un animal de compagnie. Le cheval est indissociable de notre histoire. Alors aujourd'hui, technologiquement, nous n'avons plus, entre guillemets, besoin du cheval. Mais en même temps, si, il fait partie de nos vies, il fait partie de notre culture et aussi de notre culture internationale. Parce que nous ne sommes pas les seuls à avoir dépendu des chevaux. Il y a des pays aujourd'hui où le cheval reste un animal très sacré. Alors je parle des îles britanniques, mais pas que. Vous allez dans les pays arabes, le cheval c'est un dieu. Hein? D'abord la race de chevaux arabes, ce sont des chevaux absolument splendides, mais le respect pour le cheval dans le monde arabe et aussi dans les pays afférents, c'est-à-dire les pays d'Europe centrale, vous savez, l'Azerbaïdjan, le Caucase, toutes ces nations qui sont cavalières tout simplement parce que ce sont des pays faits de distances immenses qu'on ne pouvait parcourir qu'à dos de dromadaires, de chameaux ou de cheval. Dans ces cultures-là, le cheval reste, même si ce sont des gens qui ont accès à toutes nos technologies, le cheval reste un animal beaucoup plus sacré et beaucoup plus divinisé qu'il ne l'est encore aujourd'hui chez nous. Il est plutôt un peu iconographique, mais il n'a plus ce côté sanctifié qu'il aurait pu avoir avant. Alors, savez-vous comment, Juliette Nothomb, que le cheval est, utilisé comme un outil de médiation animale dans les EHPAD et aussi dans des centres d'apprentissage pour enfants pour aider à gagner en confiance et en estime de soi? Effectivement, l'hypothérapie, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Ça existait déjà quand j'étais petite, c'est dire.
c'est pas nouveau. Mais c'est vrai que quand j'étais petite, c'était limité aux enfants, et pour les enfants souffrant de trisomie ou d'autres handicaps mentaux qui leur faisaient perdre confiance en eux. Et déjà, le but était de les mettre en confiance avec un être qui était doué d'empathie, parce que le chien, le chat sont évidemment des êtres doués d'empathie, mais ça, c'est des gens qui vivent avec nous dans nos maisons. Le cheval est un être doué d'empathie, mais aller mettre un cheval dans votre maison sur votre canapé, c'est un petit peu difficile. Voilà, donc, mais déjà l'hypothérapie était pratiquée, mais elle n'en était qu'à ses balbutiements. Aujourd'hui, en publiant Éloge du cheval, j'ai eu la chance d'être en contact avec des personnes qui la pratiquent au niveau actuel, que je ne connaissais pas du tout, et qui m'ont effectivement parlé de ce que vous me disiez, que maintenant les personnes âgées aussi dans les EHPAD bénéficient de l'hypothérapie, et notamment les malades d'Alzheimer. Parce que c'est vrai que toutes ces maladies de perte de mémoire, ça s'accompagne aussi d'une grande perte de confiance en soi. J'ai été confrontée à des personnes qui souffrent de ce genre de maladie, et je sais très bien de quoi je parle. Ces personnes sont non seulement malheureuses de perdre leur mémoire, mais on ne se rend pas compte aussi que ce sont des personnes qui vivent dans une terreur à peu près permanente, parce qu'elles se sentent partir quelque part, même si elles sont bien vivantes. Tellement de choses leur échappent que ça apporte une énorme angoisse et une énorme perte de la confiance en soi. Et l'empathie que l'on peut ressentir avec un cheval, qui est un animal, qui est par essence craintif, parce qu'un cheval, c'est une proie, avant d'être cet animal vigoureux que nous voyons devant nous, qui peut nous tuer d'un simple coup de sabot. On oublie qu'avant toute chose, le cheval, il a peur. Il passe sa vie à avoir peur. Et quel est le vrai courage dans la vie? Ce n'est pas d'ignorer la peur, mais c'est de la vaincre. Et le cheval passe sa vie à vaincre sa propre peur. Et cela, les personnes qui vivent dans l'angoisse et dans le manque d'estime et de confiance de soi, elles ressentent cette solidarité avec le cheval. On ne va pas faire de la léothérapie, parce que le lion, c'est un prédateur, et par essence, il a confiance en lui-même. Donc, il n'a rien à apporter. Il pourrait apporter quelque chose en tant que modèle à quelqu'un qui a peur, mais il ne peut pas éprouver cette empathie qu'un cheval va éprouver pour quelqu'un dont il va sentir la peur. D'ailleurs, le cheval que vous montez, j'en parle en tant qu'ancienne cavalière débutante et qui n'a jamais été une cavalière émérite. J'étais une bonne cavalière, mais je n'étais pas une écuyère. Je savais tout de suite quand mon cheval sentait que j'avais peur, et il me le faisait sentir tout de suite en se moquant de moi. En disant, toi, ma vieille, je sens qu'il y a peur sur le dos, ça va être ta fête. Parce que le cheval, c'est un animal facétieux. Il ne faut pas le diviniser non plus. Il y a des humains qui ont mauvais caractère ou qui aiment bien se payer la tête des autres. Le cheval aussi, il aime bien se payer votre tête. C'est un petit rigolo. Donc, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, mais à la fois, c'était pas volé. Parce que j'avais montré à mon cheval que je craignais. Et c'est un parallèle assez intéressant d'ailleurs avec mon ancien métier d'enseignant. Vous ne devez surtout pas faire montrer à votre cheval que vous avez peur, parce qu'il risque d'en profiter, s'il est mal livré. Et vous ne devez surtout pas faire sentir à vos élèves que vous n'êtes pas en confiance de vous-même, parce que les élèves ne vous laisseront rien passer. Un enfant est très tactile et c'est quelqu'un qui va percevoir des ondes que les adultes ne perçoivent plus. Alors, on vous entend un peu. Voilà, je vous entends mieux. Excusez-moi, Juliette Nothomb. On perdait un peu votre voix. Voilà, pour en revenir au parallèle entre le cheval que vous montez et l'enfant à qui vous enseignez, je ne parle pas de petits enfants, je parle de grands, 14 ans, 15 ans. Ils ont des antennes et ils sentent tout de suite si le professeur qui est devant eux n'est pas en confiance. Et ils vont le consentir à leur manière. Mais alors un personnage de roman, le cheval. Oui, certainement. Ah oui, certainement. Mais beaucoup de chevaux ont été d'abord des personnages de légende. Il y a forcément peut-être le premier qui est Bucéphale, qui est le cheval d'Alexandre le Grand, qui est quand même un cheval absolument mythique, puisque le seul qui a réussi à le dresser, c'était Alexandre, tout simplement parce qu'Alexandre était un fin psychologue, malgré qu'il n'eut qu'à l'époque que 17 ou 18 ans, mais dans la Grèce antique, 17 ou 18 ans, on était déjà un adulte. Il a compris que ce cheval, en fait, il avait peur de son ombre. Et il l'a dressé en l'apprivoisant à une heure de la journée où l'ombre n'était plus existante.
Et quand l'ombre n'a plus été là, le cheval n'a plus eu peur et il s'est laissé dompter par Alexandre. Évidemment, c'est une légende, mais ça montre que le cheval est un animal dont il faut mériter la confiance et dont il faut mériter l'amour. Et en cela, c'est un héros de roman, parce qu'un héros de roman, c'est un personnage inaccessible. Exactement. Alors, les personnages inaccessibles humains, on les connaît, mais les personnages inaccessibles animaux existent aussi, pas seulement dans le règne chevalin, mais dans celui des chiens, dans celui des lions, des éléphants. Énormément de grands écrivains ont consacré leur œuvre à des animaux. Il y a le lion de Kessel, Oui. mais il y a aussi Crin Blanc, Polly pour les enfants. Oui. C'est pas nécessairement un animal prestigieux, ce sont des animaux plus modestes. Colette a consacré des livres aux chats et aux chiens, qui sont de vrais chefs-d'œuvre, des chefs-d'œuvre d'humanité, paradoxalement, puisqu'il parle d'animaux. Mais ce sont des chefs-d'œuvre d'humanité et de psychologie absolument merveilleuse, parce que c'est vrai que les personnes qui sont proches des animaux, en général, font preuve d'une plus grande psychologie que les personnes qui vivent dans un clos humain. Oui, ça permet aussi le partage des émotions. Alors, nous parlions donc de cette passion du cheval, Juliette Nothomb, de votre travail d'auteur de livres pour la jeunesse. Et puis, vous êtes aussi une chroniqueuse culinaire et vous avez publié des ouvrages sur la cuisine et notamment des recettes de cuisine. Tout ça nous ramène à l'enfance. Pour la cuisine d'Amélie, qui était sans doute dédiée à votre sœur, avec des recettes très très étonnantes, comme la purée de marron au thé vert et la soupe au chocolat. Oui, alors c'est parce que c'est un clin d'œil à la fois à notre enfance et à nos goûts enfantins, et aussi au fait que nous avons beaucoup voyagé. La purée de marron au thé vert, c'est tout simplement parce que nous avons certaines des premières saveurs de notre existence, c'était des saveurs japonaises. Or, au Japon, les desserts sont constitués surtout de haricots rouges conservés dans du sucre. C'est comme une espèce de confiture de haricots rouges qui rappelle d'ailleurs très fort le goût de notre crème de marron ici en Europe. Et le thé vert, c'est quelque chose qui a accompagné notre enfance, parce qu'au Japon, c'est une des boissons sacrées. Et c'est un goût très particulier qu'il faut avoir connu petit, parce que quand on le découvre à l'âge adulte, notamment le matcha, le thé de cérémonie, qui est au thé ce que le Nescafé est au café, c'est-à-dire le café lyophilisé, le matcha, c'est un thé qui ne se filtre pas, c'est un thé qui se dissout. Et qui a cette saveur extrêmement marquée et qui est aussi une saveur très volatile. Si vous achetez un petit pot de matcha par curiosité, que vous en goûtez un jour et puis vous êtes un peu désarçonné par ce goût à la fois très âpre et très amer, et puis vous dites moi j'en boirai pas de pito, et puis un an après, allez on va recommencer, et un an après votre matcha il n'a plus de goût, il a gardé sa jolie couleur, mais toute sa saveur et son amertume sont parties. C'est un produit très très éphémère, à l'inverse du thé en feuilles et du café en grains qui gardent une longévité gustative beaucoup plus durable. Donc voilà, ça sont d'une part des goûts d'enfance, et puis aussi la nourriture c'est quand même c'est un art qui fait appel à tous les sens. C'est peut-être le seul art qui n'est pas un art majeur. Je ne considère pas que la cuisine soit un art qu'on puisse mettre à la hauteur de la musique, de la peinture, de la littérature. Mais il a tout de même un mérite que tous les grands arts n'ont pas, c'est qu'il fait appel à vos 5 sens. Il fait appel forcément au goût, ça c'est quelque chose qui est évident. À l'odorat, c'est presque aussi évident, parce que si vous avez un rhume, la moitié de votre goût est partie. Mais il fait aussi appel à la vue. Alors ça, c'est une évidence aussi, parce que un plat bien présenté, une nourriture appétissante à l'œil, réjouissante au regard, donne envie. Mais ce qui est aussi à mentionner, c'est que ça fait appel au toucher. Parce que si vous touchez une miche de pain qui est un peu rugueuse sous les doigts et qui est craquante, et aussi l'ouïe, quand un gratin sort du four et que vous entendez les bulles qui font kitsch, vos 5 sens sont sollicités en même temps. Ce qui en fait l'art peut-être le plus sensuel qui soit. Et qui dit sensualité, dit viscéralité, dit ça fait appel à notre corps tout entier et pas seulement à notre intellect. Et en cela, la cuisine est un art qui est non seulement un émerveillement de tous les instants, mais qui est aussi en perpétuelle mouvance, peut-être encore plus vite que les autres arts. Parce qu'on découvre chaque jour
une nouveauté en cuisine, que ce soit une nouveauté ethnique, parce que d'un pays lointain nous vient un nouveau produit, et tout simplement aussi parce que les horticulteurs ou les éleveurs créent de nouvelles races de plantes. On découvre de nouvelles sortes d'herbes, un nouvel hybride de basilic ou d'estragon, de persil qui sera différent de celui que nous connaissons. C'est sans cesse, la cuisine est une remise en question non-stop. Or, notre vie, notre quotidien de tous les jours est déjà une remise en question. Tous les jours, on découvre de nouvelles choses, pas seulement en cuisine, mais dans tous les arts, mais aussi dans la technologie, dans l'évolution de la race humaine, dans l'évolution de notre planète. On doit s'adapter sans cesse. Et alors la cuisine, à mon modeste niveau, c'est ma façon de m'adapter à notre vie depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, et je l'espère encore pour de quelques nombreuses années. Alors, une cuisine qui transporte aussi des émotions et qui crée du lien. Certainement, c'est vrai que la cuisine, peut-être plus que tous les arts, c'est quelque chose qui se partage. Ce qui ne veut pas dire qu'une fois de temps en temps, on ne va pas se faire 2 œufs au plat pour soi tout seul qu'on va manger en regardant son feuilleton favori. Ça, c'est un plaisir qu'on s'offre, hein. Mais ça, c'est anecdotique par rapport au partage qu'un plat cuisiné pour de nombreuses personnes, tous ces plats qu'on ne peut pas se faire pour soi tout seul. En Suisse, on ne va pas se faire sa fondue au fromage pour soi tout seul, mais en France, on ne va pas se faire un bourguignon, ou en Belgique, carbonade, qu'on va manger à soi tout seul. C'est impossible de cuisiner de tels plats pour une seule personne, tout simplement parce que ce serait scandaleusement énergivore. De cuire 3 heures sur le feu, donc vous imaginez la perte de gaz ou d'électricité que demande cette cuisson, ou même de bois, parce que le bois c'est un combustible qui coûte cher aussi. Donc quand vous faites un plat mitonné, vous le faites pour 10, 15 personnes, ou alors vous le faites pour de nombreux repas. Voilà, oui. Ça implique forcément le partage, mais il n'y a pas que le partage de ce point de vue matériel dont je viens vous parler. Il y a aussi de se regarder dans les yeux en mangeant, en famille ou entre amis ou entre amoureux, et de se dire, rien qu'avec les yeux, oh c'est bon. Hein. Ou alors la prochaine fois, mets un peu moins de ceci ou un peu plus de cela. C'est un partage de connaissances, c'est un partage d'émotions, parce que voilà, parfois il suffit de se plonger les yeux dans les yeux ou la main dans la main, parce que je me rappelle qu'à la fac, nous avions des cours de psycho qui faisaient partie de ma formation de professeur de français. Et le professeur nous disait, il y a, grosso modo, bien évidemment, après on peut affiner, 2 types d'êtres humains dans les relations. Il y a les visuels et les tactiles. Et ça se voit très facilement quand ces personnes sont au restaurant. Les visuels vont se mettre en tête à tête et les tactiles vont se mettre côte à côte. Et la relation n'est pas du tout la même. Il n'y en a pas une qui est mieux ou moins bien. Hein. C'est juste une façon d'envisager les relations humaines qui n'a rien à voir l'une avec l'autre. Certaines ont besoin de se toucher, le bras contre le bras pendant qu'on mange ou pendant qu'on écoute une musique, ou le visuel. Alors, évidemment, quand vous mangez, c'est plus facile, parce que si vous allez au cinéma, vous êtes forcément tactile, parce que vous n'allez pas vous asseoir en tête à tête, vous allez vous asseoir côte à côte face à l'écran. Quand vous allez au concert de musique, le plus souvent, vous êtes tactile aussi, parce que vous êtes l'un à côté de l'autre, devant l'artiste qui est sur scène. Alors qu'en cuisine, c'est possible. Oui, et c'est aussi un moment où la famille se réunit. La sensualité est doublée. Oui. Et voilà, c'est le moment où souvent, quand tout le monde travaille de son côté, la maman à gauche, le papa à droite, ou les 2 mamans à gauche et les 2 papas à droite, et les enfants qui sont à l'école ou qui sont aux études, c'est vrai qu'on a des vies très disparates aujourd'hui. On est moins souvent réunis qu'avant, tout simplement parce que la vie sociale nous offre des possibilités que nous n'avions pas par le passé. Et comme c'est quelque chose qui se perd, les rares moments qui nous restent sont les moments de repas. Et paradoxalement, on y revient plus que dans les années 60. C'est quand même les années 50 ou 60, l'époque un peu effrayante où on a inventé en Amérique ce qu'on appelait le TV dinner, hein, qui était ce fameux radier en aluminium à quelques casiers, où vous aviez casier purée, casier viande, casier sauce et puis le petit fruit dans un coin, parce que là, on venait de découvrir la télévision. Et en une fois, les ménages ont cessé de manger réunis autour d'une table et autour d'un poste de radio, mais ils ont mangé tous face à une télévision. Oui, donc être autour d'une table, ce n'était plus possible puisqu'on était dans le canapé. Et alors les industriels ont créé ce fameux TV dinner qui n'existe plus aujourd'hui.
ou alors qui est resté de manière purement iconographique. Hein. Mais aujourd'hui, ce ne sont que le plus souvent les gens seuls qui mangent devant leur télé. Mais en famille, les gens ont compris que ce seul moment de convivialité qu'on pouvait partager n'est matériellement plus possible devant une télévision, sauf de manière exceptionnelle. Par exemple, aujourd'hui, c'est le jour de notre série préférée. On se retrouve en famille devant un feuilleton passionnant. Et alors, à ce moment-là, oui, le partage existe encore parce que ça ne vous empêche pas de manger votre pizza devant un match de foot entre copains supporters ou devant un feuilleton favori. Et à ce moment-là, le partage existe. Ça n'a rien à voir avec il ne faut pas non plus diaboliser la télé. Ce qu'il faut diaboliser, c'est notre comportement vis-à-vis de la télé, qui n'a rien à voir avec l'objet lui-même et ce que nous en avons fait. C'est trop facile de dire « oui, mais c'est à cause de la télé, oui, mais c'est à cause de notre monde occidental ». Non, c'est à cause de nous, qui nous sommes laissés faire, qui nous sommes laissés asservir. Mais voilà, l'être humain est le premier responsable de sa condition et de ce qu'il a perdu, c'est-à-dire ces grands moments en famille. Il y avait plus de partage. Alors, c'est un peu facile de dire nos ancêtres, nos anciens, nos parents étaient des gens plus sages que nous. Je crois que si nos anciens avaient eu nos smartphones et notre Internet et tous nos moyens de communication, ils n'auraient pas été mieux que nous. Ils en auraient profité tout autant que nous. L'être humain n'a pas changé fondamentalement. Quand on lui offre une cuillère en argent, il la prend, hein, et il en profite, et quitte à se détruire lui-même ou à s'aliéner une partie de lui-même. Alors, je vous parle un peu de philosophie à 2 balles, sponsorisée par les pâtés pour chiens, une telle, hein, mais malheureusement, la philosophie à 2 balles, elle se vérifie souvent. Voilà, donc c'est mon point de vue. La convivialité, c'est quelque chose qui s'est perdu, qui s'est peut-être perdu à de nombreuses époques, mais qui est tellement facile à retrouver. Il ne faut pas grand-chose. Déjà, aujourd'hui, je trouve que nous sommes à une époque, gastronomiquement parlant, plus riche que celle, par exemple, des années 80, qui était l'ère industrielle par excellence, qui est d'ailleurs arrivée à un tel paroxysme que les gens n'en ont plus voulu. C'était l'époque où le pain acheté le matin n'était déjà plus bon à midi, parce qu'il était tellement plein de conservateurs et de farine super enrichie en gluten. Le temps de lever était d'à peine une demi-heure, 1 heure, parce qu'il fallait en cuire plus vite pour en produire plus. Et comme il n'était déjà plus bon à midi, on refaisait une fournée à midi. C'était l'époque de la surconsommation. On a terminé avec cette époque-là, ou presque. Aujourd'hui, on a compris qu'il fallait faire du pain au levain, que vous pouvez garder la semaine entière dans votre garde-manger. Il y a un certain retour au bon vieux temps, à nos racines, et je trouve que c'est une très bonne chose pour de nombreux produits. Alors, je ne parle pas de tout, mais voilà, ce qui est un modèle en cuisine peut s'étendre au restant de la société et de notre façon de vivre actuelle. Oui, on revient en fait aux sources aux sources du partage et aussi de la vie de famille, et puis des échanges qui sont essentiels aussi pour chaque membre de la famille. Certainement. Donc voilà, rien n'est jamais perdu pour toujours dans la vie. Juliette Nothomb, à chacune de mes interviews, je propose une carte blanche à mon invité afin de lui permettre d'évoquer un sujet qui lui tient particulièrement à cœur et que nous n'aurions pas abordé pendant cette interview passionnante. Quelle est cette carte blanche pour vous, Juliette Nothomb ? Alors, c'est très difficile de dire un nouveau sujet que nous n'aurions pas abordé parce que vous l'aurez compris, je suis quelqu'un de très bavard et j'ai évoqué maints sujets au cours de mes nombreuses digressions. Mais il y a un sujet que je voudrais évoquer en particulier qui n'est pas, je pousse une porte qui est déjà à moitié ouverte, mais elle n'est qu'à moitié ouverte encore de nos jours. C'est la question du deuil animal. Alors, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à comprendre par des personnes dont j'ai fait partie pendant de nombreuses années, qui sont les personnes qui n'ont pas d'animal de compagnie et qui ont du mal à comprendre ce que signifie un deuil animal, c'est-à-dire perdre un animal de compagnie avec lequel vous avez vécu plusieurs années ou même seulement parfois plusieurs mois. Je veux qu'on ne pense plus à ce cliché de la petite vieille dame avec son Yorkshire ou avec ses chats qui pleure toutes les larmes de son corps quand elle perd son petit compagnon qui est son dernier compagnon de vie. Non, le problème, c'est plutôt une problématique
est étendu à toutes les couches de la société et à tous les âges et à tous les milieux sociaux. C'est-à-dire des familles de jeunes parents avec des enfants, des familles entre deux âges, des personnes âgées, bien sûr, des personnes solitaires, c'est évident, mais aussi des gens qui vivent en groupe. Il ne faut pas nécessairement être un être en solitude pour désirer partager sa vie avec un animal de compagnie. Il y a des tribus de 10 enfants et de parents et de couples, de familles recomposées comme on fait aujourd'hui, qui partagent l'amour d'un animal et qui partagent aussi le deuil animal, qui aujourd'hui commence à être reconnu de même que l'animal reconnu en tant qu'être sensible et non pas simplement un bien mobilier. Oui. Et non pas non plus un animal qu'on peut euthanasier parce qu'on en a marre. Aujourd'hui, on n'euthanasie pas un animal parce que pour le bon plaisir de son maître qui veut passer à autre chose. Aujourd'hui, tout vétérinaire responsable n'euthanasiera un animal que si les raisons en sont justifiées, c'est-à-dire si l'animal est en souffrance et est en fin de vie. De même que l'euthanasie humaine, qui est une autre question, pose le même dilemme. Mais donc, je veux vraiment sensibiliser toutes les personnes qui me comprendront, parce que moi aussi, j'ai des animaux, j'ai perdu des animaux, mais les personnes qui ne sont pas en but à ce problème parce qu'elles n'ont pas d'animaux, qu'elles essayent de comprendre que le deuil animal n'est pas secondaire. Il est d'ailleurs certaines civilisations, notamment dans la religion hindouiste et bouddhiste, perdre un animal est quelque chose d'aussi important que de perdre un être humain, parce que l'animal n'a pas la même dimension culturelle dans toutes les civilisations. Alors, voilà, je voudrais lancer un appel, soit un appel de solidarité à toutes les personnes qui, comme moi, adorent les animaux, quels qu'ils soient, que ce soit un cheval, un chien, un poisson rouge, un serpent, un rat, l'animal que vous aimez, l'animal qui partage votre vie et qui vous aime, mais aussi de tout ce que l'animal de compagnie vous apporte à vous-même comme enrichissement et vous rend meilleur. Parce que voilà, les animaux sont tout de même des modèles pour nous à mains égards, même si je vous ai dit que certains animaux sont facétieux et plus vicieux et méchants que nous. Il ne faut pas les idéaliser non plus. Mais malgré tout, nous partageons tous la même planète et ma foi, vivre en bonne intelligence et regretter nos amis animaux autant que nos amis humains serait un modèle de civilisation qui rendrait vraiment le monde meilleur. C'est très beau. Oui, on parle de la notion d'attachement. Oui. Alors, merci beaucoup, Juliette Nothomb, pour avoir parlé avec autant de cœur et d'émotion de sujets finalement essentiels à nos vies. Merci de nous avoir accordé du temps. Merci beaucoup. Daniel, c'était vraiment un plaisir partagé. Je dirais pour moi un bonheur dans le sens où moi aussi tous mes sens, vous voyez, étaient vraiment captivés par vos mots et aussi votre émotion très palpable au micro de Radio Rivage. Je vous en remercie beaucoup du fond du cœur, chère Juliette Nothomb. Je remercie Marie-Noël qui m'a aidé à préparer cette interview, ainsi que Philippe et Juliette, une autre Juliette dans l'équipe de Radio Rivage. Je vous remercie tous pour votre bienveillance et puis je remercie aussi les auditrices et les auditeurs pour, j'espère, leur bienveillance, leur indulgence et leur écoute. C'est un immense bonheur de pouvoir partager avec vous. Vous leur faites un superbe cadeau, Juliette Nothomb, merci beaucoup. Je remercie Bertrand qui s'occupe du son, de la technique, du montage et qui m'assiste à chacune de mes émissions. Je vous dis à très bientôt, chère Juliette Nothomb. Nous saluons votre sœur, Amélie Nothomb. Merci pour ce partage de souvenirs d'enfance, qui est toujours des sujets très précieux et sur lesquels vous vous êtes exprimé avec beaucoup de générosité pour nos auditeurs de Radio Rivage. Merci beaucoup, chère Juliette Nothomb. À très vite sur Radio Rivage. À bientôt. Merci beaucoup, Daniel. À bientôt. À bientôt. Merci, chers auditeurs. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.